Tous, bienvenue à ce webinaire d'experts organisé par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Cet événement fait partie d'une série de webinaires sur l'impact de la COVID-19 sur les entreprises. Vous êtes environ 300 avec nous cet après-midi. Je vous remercie d'être à l'écoute. Je me présente, Sarah Veilleux-Poulain. Je suis conseillère communication à la Chambre et c'est moi qui sera aux commandes de ce webinaire cet après-midi. Permettez-moi tout d'abord de remercier Hydro-Québec, qui est le présentateur de l'événement et sans qui ce webinaire ne serait pas possible. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir deux professionnels de la CNESST qui viennent nous parler des différents guides et des outils à la disposition des entreprises pour assurer la sécurité de leurs employés et de leurs clients. Pierre Privé est notre premier expert qui est coordonnateur aux enquêtes au sein de la Direction générale de la gouvernance et du Conseil stratégique en prévention, pour la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. Notre second conférencier est Alexandre Desjardins, qui est quant à lui conseiller en prévention, inspection et biochimiste à la Direction générale de la gouvernance et du Conseil stratégique en prévention de la CNESST. Ils ont été directement impliqués dans l'élaboration des guides qui seront présentés aujourd'hui. Donc, nous avons des experts de premier plan avec nous pour répondre à vos questions et vous permettre de démystifier les informations que vous entendez en lien avec les normes sanitaires à implanter dans votre organisation. La présentation des trousses, des outils et des ressources prendra environ une quarantaine de minutes. Par la suite, Pierre et Alexandre répondront aux questions qui ont été préalablement envoyées et les plus fréquentes auxquelles ils ont déjà eu à répondre. Si vous avez d'autres questions, nous vous invitons à les poser par écrit à l'aide de la boîte Q&A qui est située en bas de votre écran Zoom. La boîte de chat sert quant à elle à nous faire part de vos commentaires. Votre rétroaction est importante et aide beaucoup la CNESST à s'ajuster à la réalité du terrain. Par ailleurs, si vous avez des questions supplémentaires qui vous viennent en tête suivant la conclusion du webinaire, nous vous invitons à consulter la section questions et réponses qui se trouve sur la page d'accueil du site de la CNESST. Je vais passer la parole à nos deux invités, mais tout d'abord, Pierre, j'aimerais que tu nous dises un peu plus, tu nous en dises un peu plus sur les outils qui ont été développés à l'intention des travailleurs et des employeurs du Québec par la CNESST. Bonjour Sarah, merci beaucoup de nous avoir invités. Bonjour tout le monde. On va essayer, ça nous fait vraiment plaisir d'être ici avec vous autres aujourd'hui. On sait qu'il y a des grands besoins, il y a beaucoup de questions. Quand on nous a demandé si on était disponible pour venir vous rencontrer, venir rencontrer vos membres, ça nous a vraiment fait plaisir. Donc, on va essayer aujourd'hui de répondre le plus possible aux interrogations des gens. C'est sûr qu'on a seulement 1 heure. On a vu, là, il y a beaucoup de questions qui ont été posées. La façon qu'on a organisé les affaires aujourd'hui, on a essayé de rassembler les questions. Au lieu de répondre, on peut peut-être le faire si on a l'opportunité, mais au lieu de répondre à des questions très spécifiques une par une, parce que là, il y en aurait des milliers à répondre, on a plus essayé de regrouper les questions par thème, puis d'expliquer aux gens ce qu'il y en est. Et je pense qu'à partir de là, les gens vont être en mesure là, de redémarrer leurs activités puis de bien comprendre les mesures de prévention qui s'appliquent. Donc, l'objectif aujourd'hui, ça va être de vous présenter au départ l'outil qui a été développé par la CNESST pour répondre aux besoins. C'est un outil qui est actuellement en ligne, donc on peut dès maintenant aller le voir en ligne. Puis, il y a aussi une application web qu'on peut télécharger. Elle peut être téléchargée sur les iPhones, elle peut être téléchargée sur les Android. Et en fait, si vous tapez le CNESST, vous allez tout de suite tomber dessus. C'est ma trousse CNESST. Et c'est directement accessible. Ça l'est depuis plusieurs semaines maintenant, donc c'est accessible. C'est sûr qu'actuellement, on est dans une situation qui n'est pas facile parce qu'on comprend qu'on doit reprendre les activités. Et en plus de reprendre les activités, ça fait quand même pratiquement 3 mois qu'on est arrêté. Déjà, c'est pas facile juste de reprendre les activités dans un contexte normal. Ça serait pas facile, mais en plus, il faut reprendre les activités dans un contexte très particulier de pandémie où on a des mesures de prévention à mettre en place avec lesquelles on n'est pas vraiment habitué de vivre. Donc, aujourd'hui, on va essayer là, de vous donner un aperçu. On ne rentrera pas dans tous les petits détails de la trousse parce que les gens vont être en mesure d'aller le voir tout seul puis de la lire toute seule, mais on veut quand même vous donner un aperçu de cette trousse-là pour que les gens puissent être capables d'aller à l'intérieur de ça puis de rapidement être en mesure là, d'aller chercher ce qu'ils ont besoin, les outils qu'ils ont besoin là, pour se démêler. Avant de commencer, en fait, j'aimerais ça aussi dire que sur le site de la CNESST, qui n'est pas l'outil qu'on va vous parler aujourd'hui, mais il y a, on le voit là, sur la page, vous êtes sur la première page, si vous tapez CNESST, vous allez arriver là.
tout de suite en haut avec le petit triangle rouge, il y a une page où vous pouvez aller, c'est une page de questions-réponses. C'est une page de questions-réponses qui va, notamment, il y a des questions en santé-sécurité, des questions qui vont toucher la trousse, des questions qui vont toucher les normes du travail, différentes questions qui sont là, qui ont été posées et qui ont été répondues. Donc, déjà là, il y a beaucoup d'informations que j'invite les gens à aller consulter ces questions-réponses-là parce que ça pourrait vraiment répondre à beaucoup de questions que les gens pourraient se poser. Également, c'est rare que la commission fait ça, mais en fait, c'est rare que le gouvernement fait ça. Mais comme on voulait être en mesure de vraiment aider l'ensemble des entreprises du Québec dans la situation difficile dans laquelle on est, l'ensemble des guides qu'on va vous montrer sont aussi disponibles en anglais. Généralement, l'information du gouvernement, c'est de l'information qui est faite en français, puis rarement traduit dans les deux langues. Mais là, pour le bien de la pandémie, on sait que la situation elle est difficile pour tout le monde. Donc, les guides ont été traduits en anglais. Et certains guides, comme par exemple le secteur de l'agriculture, où on sait qu'il y a beaucoup de travailleurs immigrants, ce guide-là est également disponible en espagnol. Donc, la commission a fait là, vraiment beaucoup d'efforts pour faire en sorte de supporter les milieux de travail dans la réouverture des milieux de travail. Alors, si on commence tout de suite avec l'outil, on peut peut-être aller là, sur la première page de l'outil, de la trousse. Concrètement, en fait, qu'est-ce que la trousse va contenir? Elle va contenir premièrement un guide de normes sanitaires en milieu de travail, qui est un guide général, qui n'est pas spécifique à aucune entreprise. C'est ce qu'on appelle le guide général. Ensuite de ça, il va y avoir des aides-mémoires. Donc, on a 8 aides-mémoires qui sont en place. On va y revenir un petit peu plus tard. Là, je fais juste vous donner un aperçu de ce que c'est. Puis après ça, on va rentrer un petit peu plus en détail pour montrer aux gens ce que c'est. Donc, on a 8 aides-mémoires qui sont là pour soutenir les milieux de travail. On a une affichette qu'on va voir aussi tout à l'heure qui a été produite pour les milieux de travail. Et on a des outils supplémentaires pour des secteurs d'activité spécifiques. Et là, les choses vont vraiment rapidement. On est en temps de pandémie, les entreprises sont en temps de pandémie, ça va vite, mais pour la CNESST, à notre niveau aussi, ça va super vite. Puis les choses sont évolutives. Hier, quand on s'est préparé pour la rencontre d'aujourd'hui, on avait 19 outils comme ça. Aujourd'hui, ce matin, quand on s'est levé, on était rendu à 21. Donc, il faut quand même aller voir régulièrement la trousse pour voir quels nouveaux outils viennent d'apparaître pour des milieux spécifiques. On va y revenir tantôt aussi. On va faire le tour un petit peu là, de la liste des outils plus spécifiques. Donc, c'est ça que la trousse contient. Mais comme je vous dis, elle est évolutive, donc il faut vraiment aller la consulter régulièrement. Puis, accessible dès maintenant, comme je vous ai dit dès le départ, sur le site Internet et sur les applications téléphoniques, ma trousse CNESST, vous pouvez la télécharger. Là, elle est disponible aussi à partir de... elle est disponible depuis plusieurs semaines d'ailleurs. Merci Pierre. Alexandre, j'aimerais vous entendre là, de façon plus spécifique sur chacune des sections de la source. De la trousse, pardon. Commençons par le guide de normes sanitaires en milieu de travail. Oui, merci Sarah. Bonjour tout le monde. Donc, le guide, comme Pierre l'a dit, c'est un guide qui pourrait s'appliquer à tous les milieux de travail. C'est le premier guide qui a été produit. Tous les guides spécifiques ont été faits selon ce même modèle-là. On peut passer au travers les différentes sections présentes dans le guide. Donc, le guide va parler de la prise en charge de la santé et sécurité au travail, qui est vraiment un incontournable. Et pour permettre cette prise en charge-là, il y a différents aspects de la problématique qui sont abordés. Donc, on va parler d'abord du risque biologique causé par la COVID-19. On va donner une petite introduction sur le mode de transmission du virus pour mieux comprendre où sont les risques. Ensuite, on va détailler les différentes mesures de prévention qui peuvent être prises par les milieux de travail. Puis ça s'inscrit autour de plusieurs piliers. Donc, on parle de l'exclusion des personnes symptomatiques du milieu de travail, de la distanciation physique. La distanciation physique, c'est là-dedans qu'on va retrouver le concept du 2 mètres de distance, des séparations physiques comme les plexiglas, les équipements de protection. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle distanciation physique. Le lavage des mains, l'étiquette respiratoire, les mesures d'hygiène, donc le nettoyage, désinfection des outils, des équipements, des surfaces fréquemment touchées. Donc, ça, c'est tous les piliers principaux autour duquel la prévention du travail du risque biologique s'articule. Et finalement, il y a une section à la fin sur les risques psychosociaux liés au travail. Ça, c'est un aspect qu'on a souvent tendance à sous-estimer, mais qu'il ne faut absolument pas négliger, surtout dans une période comme on vit présentement, qui est difficile pour tout le monde, qui est une source de stress importante. Donc, c'est pour ça qu'il y a des détails sur ça. Puis, il y a beaucoup de liens aussi inclus dans les guides pour aller chercher de l'information supplémentaire vers des publications, soit de la CNESST, soit de la santé publique ou de d'autres organismes qui peuvent donner de l'information pertinente. Et le guide se termine avec les obligations légales, autant de l'employeur
certificat du travailleur prévu à la loi sur la santé et la sécurité du travail. Merci, Alexandre. Tout à l'heure, vous nous avez parlé d'un guide générique et d'aide-mémoire. Qu'est-ce que vous entendez exactement par aide-mémoire? Bien, en fait, les aides-mémoires, c'est des mesures de prévention et de contrôle qui ont été, en fait, qui doivent être mises en place dans les milieux de travail. Ils vont prendre la forme, c'est soit des listes de vérification ou des exemples de bonnes pratiques à adopter, et ils ont vraiment été faits pour les milieux de travail. C'est des fiches qui sont très courtes, c'est des fiches qui tiennent pas sur 2 pages. Elles sont vraiment faciles à utiliser. Puis, idéalement, dans la mesure du possible, on les fait si on peut impliquer aussi les travailleurs dans l'utilisation de ces fiches-là. Bien, les travailleurs peuvent amener aussi beaucoup de bonnes idées, mais c'est vraiment des guides pour les milieux de travail. On a essayé de faire des guides à partir des grandes lignes directrices. On a essayé de créer des aides-mémoires pour que ça devienne plus facile à appliquer dans les milieux de travail. Donc, au niveau des aides-mémoires, on en a 8, comme j'ai mentionné tantôt. On en a une sur la réouverture des milieux de travail. On en a une sur la fameuse distanciation physique en milieu de travail là, qu'on entend vraiment beaucoup parler actuellement. On en a une sur l'hygiène et l'étiquette respiratoire, une sur la salubrité de l'environnement, une sur l'exclusion des lieux de travail des personnes qui peuvent être symptomatiques. Ça, on va y revenir un petit peu plus tard aussi, mais c'est un élément important. Une sur les risques psychosociaux. Alexandre vient tout juste de parler des risques psychosociaux, donc on en a une là-dessus aussi. On a une liste de vérification quotidienne, puis on a une mesure mise en place par l'employeur dans le contexte de la COVID-19. Donc, c'est 8 fiches là, qui sont vraiment très faciles à utiliser. Parfait, Alexandre. Je crois qu'on voit ici un exemple d'aide-mémoire là, dont Pierre vient de nous parler. Oui, on peut ouvrir l'aide-mémoire sur la distanciation physique en milieu de travail. Donc, vous allez voir que dans cette aide-mémoire-là, on y va vraiment de mesures concrètes. Donc, on parle des concepts plus généraux qui sont dans les guides, puis là, on y va de façon spécifique. Donc, on va dire, par exemple, d'afficher les règles dans les aires communes, émettre des consignes claires pour éviter que 2 individus se retrouvent à moins de 2 mètres. Et tous les aides-mémoires sont faits de la même façon, donc ils sont cochables et personnalisables. Donc, c'est un fichier PDF, on peut écrire dedans. Donc, un employeur pourrait décider de personnaliser ça pour indiquer, par exemple, les règles de distanciation physique sont affichées dans les aires communes. On pourrait dire où ça doit être affiché. Et ces listes-là peuvent être imprimées puis vérifiées. Bon, ça peut être soit quotidiennement, ça peut être une fois par semaine. L'employeur choisit qu'est-ce qu'il veut faire avec les outils. Nous, ce qu'on donne, c'est, comme Pierre disait, c'est pour amorcer la discussion, pour essayer de savoir par où commencer. Parce que souvent, c'est intimidant. On sait qu'il y a des choses à faire, on ne sait pas comment les faire. Donc, ça, c'est la piste de départ. Si on va dans la 2e page, on voit des exemples concrets. Ça ne s'applique pas nécessairement à tous les milieux. Puis ça, il faut garder ça en tête. Ce n'est pas parce que c'est sur une fiche de la CNESST qu'il faut absolument le faire. Donc, on parle des mesures adaptées au transport des travailleurs. Ça se peut que le milieu de travail, il n'y en ait pas de transport de travailleurs. C'est correct, là. On ne veut pas que ça se veut pas comme des fiches qui vont s'appliquer partout. C'est vraiment plus vu comme un point de départ, des exemples. Puis ensuite, chaque milieu de travail prend ça puis continue son bout de chemin là, pour trouver des mesures qui vont être applicables et pertinentes pour son propre milieu. Donc, l'important, c'est on veut amorcer les discussions. Puis, comme Pierre l'a dit, on encourage que ce soit les employeurs et les travailleurs qui, ensemble, trouvent les solutions, parce qu'en fait, c'est ces personnes-là qui connaissent le mieux chaque milieu de travail et qui vont être à même de trouver qu'est-ce qui est plus pertinent à mettre en place. Mais justement, parlons-en de ces outils spécifiques à certains secteurs d'activité. Pierre, donne-nous des indications supplémentaires là, en fonction des différents secteurs. Oui, juste avant d'aller dans les fiches avec les secteurs d'activité, on voit à l'écran qu'il y a une affichette pour tous les milieux de travail. Donc, si on clique sur cette affichette-là, la CNESST a produit une affichette qui peut être… En fait, on peut l'utiliser de différentes façons, cette affichette-là. C'est une affichette qu'on peut utiliser soit uniquement pour nos travailleurs. Donc, on installe ces affichettes-là, par exemple, dans les cafétérias. Puis, c'est des affichettes qui vont avec, dans le fond, les grandes règles, les principales règles. C'est un rappel des grandes règles, comme par exemple la distanciation physique, qui est la règle actuellement la plus importante qu'on entend parler partout. Ensuite de ça, les mesures d'hygiène, le rappel sur les mesures d'hygiène, etc. Donc, c'est une fiche qui a été produite pour les milieux de travail. Certains vont nous demander est-ce qu'on devrait afficher ça aussi pour la clientèle? Bien, c'est jamais mauvais de l'afficher pour la clientèle non plus parce que, en fait, c'est les mêmes règles souvent qui vont s'appliquer pour la clientèle, mais ça fait quand même démontrer que comme employeur, dans ton commerce, il y a des règles. Donc, que tes
tes employés sont soumis à des règles, que tu as une préoccupation pour tes employés, donc d'assurer la sécurité, la santé et la sécurité de tes propres employés. Fait que souvent, c'est un bon message aussi à la clientèle, que la clientèle soit en mesure de voir que, ben, OK, dans ce commerce-là, ils prennent soin de leurs travailleurs, il y a des règles claires pour leurs travailleurs, puis ben, il faut aussi les respecter. Fait que c'est souvent là, un bon rappel pour les clients qui pourraient visiter les commerces. Donc, on peut retourner maintenant puis aller voir les fiches spécifiques. On peut juste faire le tour rapidement, au moins les nommer pour voir là, quel secteur d'activité ça touche. Donc, si on commence par le début, on en a une sur le secteur des activités de loisirs, sport, plein air, une sur l'agriculture, une sur le secteur des camps de jour, une sur le secteur du commerce de détail et des centres commerciaux, une qui est toute nouvelle, en fait, celle-là, on l'a vu apparaître aujourd'hui sur le secteur du commerce de gros, une sur la construction. La construction, je pense que c'est la première qui est sortie au tout début. Ensuite de ça, on en a une sur les milieux de formation qualifiantes. Celle-là aussi est sortie ce matin. On l'a vu apparaître ce matin. Ça, c'est pour des organisations qui vont donner de la formation, comme par exemple la Société de l'assurance automobile du Québec qui doit donner de ses formations. Ça va s'intégrer là-dedans. Il y en a une sur le secteur de l'hébergement et du camping, une sur le secteur des installations publiques et privées d'hébergement et de soins pour les personnes âgées, une sur le secteur des institutions muséales et bibliothèques, une sur le secteur manufacturier, une sur les milieux scolaires, et on continue, mais on achève. Il y en a une pour le secteur minier, une pour la production audiovisuelle, qu'on entend parler là, de plus en plus que les secteurs se sont relancés, le secteur de la restauration, le secteur des services de garde, le secteur des services de garde en milieu familial, secteur soins bucco-dentaires, le secteur du personnel et esthétique, soins thérapeutiques, puis le transport collectif. Donc, là, on est rendu à 21. Il y en a d'autres qui vont s'ajouter. On ne peut pas vous dire exactement lesquels qui vont s'ajouter, mais si vous regardez les fiches qui ont été produites, c'est en lien direct avec la réouverture des secteurs d'activité. Donc, à chaque fois que le gouvernement réouvre des secteurs d'activité, ben, il y a des nouvelles fiches qui sont produites. On ne peut pas vous dire lesquels qui s'en viennent. Ni Alexandre ni moi ne sommes au courant. Hier, on en avait 19, puis vous voyez, on est à 21 aujourd'hui. Donc, on n'est pas en mesure toujours de savoir. Il y a plusieurs équipes à la commission qui travaillent sur ces fiches-là. Je voudrais dire, parce que ça arrive là, quand même à l'occasion que les gens nous sortent certaines incohérences d'une fiche à l'autre. Il faut comprendre que si ça va vite pour vous autres, ça va vite également pour la CNESST. Sortir des fiches, des guides pour les entreprises à cette vitesse-là, évidemment, c'est quelque chose qui est un peu inhabituel pour nous. Il y a beaucoup d'équipes qui travaillent là-dessus, ce qui fait que de temps en temps, il peut y avoir certaines incohérences qui apparaissent dans un guide. Il y a des questions qui sont posées, puis la commission, à partir du moment où on est mis au courant de ça, on travaille pour essayer de réorganiser les affaires. Et il faut comprendre aussi qu'on travaille avec la santé publique. C'est pas juste... Habituellement, la commission est habituée de travailler avec les règlements usuels, donc la loi sur la santé et sécurité, les règlements avec lesquels on est habitué de travailler. Mais là, dans ce contexte-ci, on travaille beaucoup avec les règles qui sont établies par la santé publique. Donc, ça aussi, ça fait en sorte, puis ça aussi, c'est une autre grosse organisation. Fait qu'il faut quand même comprendre que c'est possible que de temps en temps, il y ait des petites incohérences dans les guides, même si on essaie d'être le plus parfait possible, mais c'est la situation pour nous aussi, là. Et ce qu'Alexandre disait, puis tout à l'heure, la situation, elle est vraiment évolutive. Donc, il y a des choses qui sont sorties au début dans les guides qui étaient vraies. Donc, la santé publique était positionnée là, mais la pandémie évolue, les recherches évoluent, puis tout évolue. Donc, il y a certains éléments qui sont modifiés et on doit retourner sur nos guides pour réajuster nos guides. Ce qui peut faire de la frustration dans certains cas, parce que dans certains cas, il y a des employeurs, par exemple, qui vont s'être dotés de certains équipements. Après ça, quelques semaines plus tard, on voit que la consigne a été modifiée. On peut très bien comprendre cette frustration-là, mais on suit les règles de la santé publique qui, même pour eux, sont évolutives en fonction de ce qui apparaît un peu partout. Et ce que je veux quand même souligner, c'est parce que là, on vient de nommer l'ensemble des outils supplémentaires pour les secteurs. Puis certains pourraient dire, ouais, mais moi, mon secteur n'est pas là, donc qu'est-ce que je fais et quand est-ce qu'il va sortir? C'est possible que votre secteur ne sorte jamais. Je ne sais pas quelles fiches vont sortir, mais tout à l'heure, au début, je vous ai montré qu'il y avait un outil, il y a le guide, le premier guide qu'on a vu, là, si on peut juste aller au début de la page, il y a le guide général, celui-là ici, hop, on descend un petit peu, celui-là. Donc, le guide de normes sanitaires en milieu de travail. Je vous dirais que ce guide-là est un guide général qui pourrait s'appliquer à peu près à tous les milieux de travail.
Donc, déjà, à partir de ce guide-là, vous allez avoir pas mal l'ensemble de votre information. Après, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des secteurs d'activité, puis il y a certaines particularités dans chacun des secteurs d'activité, et ils ont voulu, dans le fond, la CNESST, on a voulu adresser ces particularités-là. Mais je vous dirais qu'il aurait pu ne pas y avoir d'outils spécifiques, puis comme employeur, on aurait pu vivre avec le guide générique et les aides-mémoires qui sont dans ce guide-là et très bien s'en sortir. Fait qu'il ne faut pas penser que parce que votre entreprise ou votre secteur d'activité n'est pas dans les outils qui ont été produits, que vous êtes délaissé pour compte puis que vous n'avez pas de moyen de vous en sortir. Allez utiliser le guide générique avec les aides-mémoires qui sont là, puis sans aucun problème, vous allez être en mesure de mettre en place les mesures de prévention qui s'appliquent dans votre milieu de travail. Parfait. En fait, c'est très intéressant, très éclairant. Pierre, je pense qu'on a fait le tour là, de la trousse d'outils. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là, pour compléter tout ça? En fait, oui, vas-y Alexandre. Non, c'est ça. Donc, on vous invite à aller consulter les différents guides. Comme Pierre dit, le guide général peut faire le travail si votre secteur n'est pas là. Un des exemples qu'il peut avoir, c'est que, par exemple, dans le secteur de commerce de détail, dans le guide, on va inciter un petit peu plus sur la présence de la clientèle, qui est un secteur. Il y a des secteurs où on ne voit pas du tout la clientèle, mais évidemment, commerce de détail, centre d'achat, la clientèle est omniprésente. Donc, on va mettre certains conseils où on va axer quoi faire pour contrôler le risque que présente la clientèle. Donc, ça peut être par de l'affichage, par un gardien de sécurité, panneaux de plexiglas qu'on a vu apparaître un petit peu partout, gestion de file d'attente. Donc, tout ça va être là-dedans. Ça, c'est une des caractéristiques que ce milieu-là trouve. Milieu scolaire, service de garde, bien là, c'est avec les tout-petits, la petite enfance, donc des conseils plus spécifiques qui s'appliquent pour ces secteurs-là. Donc, c'est des exemples, plusieurs guides qui sont disponibles pour chacun des secteurs. Donc, on vous invite à aller voir ça. C'est disponible aussi sur l'outil interactif. Là, on l'a mentionné brièvement au début, mais c'est un outil disponible sur les téléphones intelligents. C'est le même contenu sous une autre forme. Des fois, c'est plus pratique là, parce qu'on l'a toujours dans notre poche. C'est aussi fait de façon interactive. Donc, les listes de vérification sont cochables. Le téléphone s'en souvient. On peut le faire au fur et à mesure. Puis ça aussi, c'est constamment mis à jour. Donc, l'application, au début, est sortie, puis il y avait des mises à jour quotidiennes de l'application. Je ne sais pas si ça le ralentit un petit peu, mais il y a beaucoup de travail qui est fait en ce sens-là. Donc, on vous invite à aller consulter les outils. Ils sont là pour vous aider. Donc, autant la question-réponse qu'on vous a présentée au début, les guides, les aides-mémoires, l'application, c'est là pour vous aider. Donc, vous pouvez y aller tout ça sur le site de la CNESST. Exact. Donc, juste pour terminer avec l'outil, je veux juste vous rappeler que ça a été vraiment développé là, pour les employeurs, pour les travailleurs et les travailleuses du Québec. On veut vraiment s'assurer, l'objectif, c'est de s'assurer que la reprise des activités se fasse dans des conditions sécuritaires. Il ne faut pas oublier que la gestion d'une pandémie, c'est une première pour tout le monde. C'est une première pour la CNESST, c'est une première pour l'ensemble de vous tous. Là. Je pense je suis convaincu, on n'a pas personne jamais vécu une pandémie. Donc, il n'y a pas de formule magique à ça. Puis, le dialogue et la coopération sont essentiels pour faire en sorte qu'on va bien s'en sortir. Et c'est la même chose, puis c'est pour ça qu'on est ici avec vous autres aujourd'hui. C'est pour que tout le monde ensemble, on essaye d'avancer puis de pouvoir sortir de cette crise-là. Parfait, merci. J'étais tellement omnubilée par la présentation que j'ai passé quelques étapes. Je pense que ça fait le tour vraiment là, de la trousse. Merci Alexandre, merci Pierre. Maintenant, on va passer aux différentes questions qu'on a reçues en amont là, du webinaire auquel vous allez répondre. Donc, la première question, c'est est-ce que les outils qui sont réalisés par la CNESST sont obligatoires? Bon, mais d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que ces outils-là, ils ont vraiment été faits pour les milieux de travail. Donc, ces outils-là, ce n'est pas les outils qui sont obligatoires. Il n'y a personne, tout à l'heure, on vous a montré les aides-mémoires avec les cochers dans les aides-mémoires. Il n'y a pas personne, il n'y a pas un inspecteur qui va se présenter dans vos milieux de travail, qui va aller voir vos aides-mémoires, puis qui va dire « Ah, mon Dieu, tu n'as pas utilisé les aides-mémoires, il aurait fallu que tu coches. » On va pas aller là. Donc, ça a vraiment été développé pour les milieux de travail pour faire en sorte que vous puissiez, de façon autonome, mais vraiment vous soutenir là-dedans, arriver à mettre en place les mesures de prévention qui s'appliquent. Par contre, au niveau de la CNESST, ce n'est pas au niveau du guide que ça va se faire. Ce que les inspecteurs vont regarder, c'est les grands principes. Donc, si on a à intervenir, il y a les grands principes qu'on a vus un petit peu qui apparaissent dans le guide. Fait que si vous lisez le guide, les grands principes, ils apparaissent là. Les guides sont là pour vous aider. Les inspecteurs, ce qu'ils vont faire, la CNESST, ce qu'on va regarder, c'est est-ce que les grands principes, les mesures de prévention reliées aux grands principes sont là.
Donc, la première chose, c'est l'exclusion des personnes symptomatiques des milieux de travail. Donc, on se doit, puis il y a un aide-mémoire là-dessus, on vous l'a mentionné tout à l'heure, mais la meilleure mesure de prévention, donc la meilleure prévention, c'est de faire en sorte qu'il n'y a pas de personnes avec des symptômes dans nos milieux de travail. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite de ça, les fameuses mesures de distanciation physique. Donc, est-ce qu'on a mis en place ce qu'il fallait pour faire en sorte que les personnes puissent être à 2 mètres un de l'autre? On sait très bien que dans certaines circonstances, c'est impossible. Donc, après ça, bien, il y a la gradation des moyens. On va aller mettre en place des barrières physiques pour faire en sorte qu'on puisse protéger notre monde. Puis si on n'est pas capable de mettre en place des barrières physiques, bien là, on va arriver aux équipements de protection individuelle. Alexandre va faire un petit bout tantôt sur les équipements de protection individuelle. Donc ça, c'est vraiment super important, que c'est une des choses que les inspecteurs vont regarder. Ensuite de ça, on va regarder si les travailleurs ont la possibilité de se laver et de se désinfecter les mains, qui est un autre principe de base au niveau de la pandémie. Et après ça, on va regarder au niveau des mesures d'hygiène. Est-ce que les mesures d'hygiène sont en place pour être en mesure de désinfecter, nettoyer fréquemment les surfaces de travail, etc. Donc, tout tourne autour de ces 4 thèmes-là. Les guides sont basés là-dessus. Puis après ça, bien, c'est juste qu'on va essayer de vous donner des outils, des fiches pour vous permettre d'avancer là-dedans. Mais là où les inspecteurs vont intervenir, c'est principalement sur les 4 grands principes. Est-ce que ça, c'est respecté? Bien, exactement, c'est des grands principes qui sont martelés depuis 3 mois. Donc, évidemment, ça fait un peu partie du gros bon sens, j'ai l'impression aussi. Je pense qu'on a une autre question qui va être assez intéressante. Je pense qu'il y en a peut-être beaucoup d'entre vous là, qui se posent la question, puis j'ai hâte d'entendre Pierre à ce niveau-là. De quelle manière est-ce que les inspecteurs vont se comporter s'ils constatent là, justement qu'il y a un manque qu'il y a une entrave aux recommandations ou si les recommandations ne sont pas respectées au niveau sanitaire? Donc, ça peut être aider l'employeur. Ah, j'ai des choix de réponse, hein, Pierre? Ça va te guider un petit peu? Toi, t'en as pas besoin. Donc, est-ce que ça serait d'aider l'employeur à trouver des solutions? Est-ce que ça pourrait être de carrément fermer le milieu de travail ou d'émettre des constats d'infraction? Bien, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, tous les milieux de travail sont en train de réouvrir en même temps. Fait que c'est pas vrai que vous allez voir arriver les inspecteurs dans vos milieux de travail de façon systématique, là. Il n'y a pas de consigne des inspecteurs de passer dans chacun des milieux de travail pour aller voir si les mesures de prévention sont appliquées. Le concept, il n'a pas changé. La commission, la loi vise la prise en charge par le milieu, puis on est encore à la même place. Donc, les guides qui sont faits dans cette optique-là, donc la prise en charge par le milieu. Puis, il n'y a pas d'opération inspecteur où, par exemple, nos inspecteurs vont partir puis on va faire l'ensemble de tout, par exemple, les restaurants pour aller s'assurer que les mesures de prévention sont en place. Il n'y a quand même pas 5000 inspecteurs à la commission, puis c'est clairement pas l'objectif. Fait que vous n'allez pas voir, il n'y a pas des opérations de ce style-là. Fait que pensez pas, je ne vous dis pas qu'il n'y a pas un inspecteur qui va arriver, mais il n'y a pas d'opération dans ce sens-là. Fait que si un inspecteur se pointe, ça va être pour différentes raisons, comme les raisons habituelles, mais on ne court pas, on n'est pas à la chasse actuellement à qui n'aurait pas mis en place ces mesures de prévention. Donc, s'il y a des plaintes de travailleurs, c'est évident qu'on va intervenir. S'il y a des accidents, c'est évident qu'on va intervenir, mais on ne va pas courir dans les milieux de travail. C'est pour ça qu'on a mis en place des guides. Maintenant, de quelle façon les inspecteurs vont réagir? Bien, je te dirais, tu sais, un petit peu, c'est te proposer différentes pistes de solutions, mais c'est comme un peu l'ensemble de toutes ces réponses qui va s'appliquer. Les inspecteurs, premièrement, sont très conscients de la difficulté dans laquelle les milieux de travail sont. Ce n'est pas une situation facile pour les milieux de travail. Puis les inspecteurs, bien que la coercition existe toujours, sont quand même beaucoup en mode soutien parce qu'on est conscient. Les inspecteurs sont très conscients que ce n'est pas une situation facile. Pas plus que c'est une situation facile pour les inspecteurs non plus parce qu'eux autres aussi vivent à travers ça comme nous tous. Par contre, au niveau de l'intervention va beaucoup varier en fonction de ce que l'inspecteur va voir sur le milieu de travail. Donc, si on est dans un milieu de travail qui a déjà mis en place beaucoup de mesures, où on voit qu'il y a vraiment eu un effort important de prise en charge par le milieu, puis il y a certaines petites affaires où ça l'a accroché, bien, l'inspecteur va être beaucoup plus en mode soutien. C'est clair que si, par exemple, un inspecteur se présente dans un milieu de travail où il n'y a rien, il n'y a pas de mesure de distanciation, il n'y a pas de mesure d'hygiène, il n'y a à peu près rien, bien là, c'est sûr que l'intervention de l'inspecteur va prendre une autre forme parce qu'on s'entend que là, tout le monde est au courant qu'il y a des mesures importantes à prendre pour réouvrir les milieux de travail. Fait qu'un employeur qui n'aurait absolument rien mis en place, bien là, ça pourrait être un peu de la mauvaise foi. Là. Ça ne se peut pas qu'il n'en ait pas entendu parler. Et là, l'intervention de l'inspecteur va être un petit peu différente. Je vous dirais que la fermeture d'un milieu de travail parce que les mesures ne sont pas en place, c'est très rare que ça va arriver. Je n'ai pas eu ouï dire qu'on le fait jusqu'à maintenant. Puis les inspecteurs ne veulent pas ça.
La commission ne veut pas ça. On est en train de se relancer. La dernière chose qu'on veut, c'est de fermer des entreprises. Donc, pour pouvoir fermer une entreprise, là, ça serait vraiment à l'ultime parce que le danger serait tellement important que l'inspecteur n'aurait pas le choix. Mais on est vraiment dans une situation où on comprend que c'est difficile, puis l'inspecteur vont quand même soutenir les employeurs là, dans les interventions dans les mesures qu'ils sont en train de mettre en place. Absolument. Et Pierre, j'aimerais t'entendre aussi sur l'éventualité où est-ce qu'un employé déciderait de refuser de travailler. Dans quel cas est-ce que ces situations-là, ce refus-là peut être accordé et quelle serait la procédure à suivre? Bien là, le refus de travail, ce qui est particulier, c'est que généralement, puis pour la plupart des gens qui nous écoutent actuellement, probablement que vous n'avez jamais eu un refus de travail dans vos entreprises. C'est rare quand même, c'est une mesure c'est dans la loi, ça existe, c'est un droit des travailleurs, mais c'est rarement utilisé. On n'en voit pas beaucoup. Mais c'est quand même pas dans tous les milieux de travail que ça se produit. Ce qu'on voit actuellement dans le contexte de la pandémie, on en voit un petit peu plus, des refus de travail qui sont faits et on ne peut pas empêcher un travailleur de faire un refus de travail. Donc, si le travailleur veut faire un refus de travail, bien, le travailleur a le droit de faire son refus de travail. Maintenant, c'est clair que vous n'allez jamais voir arriver un inspecteur dans votre milieu de travail qui va vous dire bonjour, je viens parce qu'il y a eu un refus de travail, puis vous autres vous dites, ben là, je ne sais pas trop, je n'étais pas au courant de ce qui se passe. Ça ne va jamais se faire comme ça. Donc, le travailleur a le droit de faire un refus de travail. La façon que ça va se passer, c'est sûr que je ne peux pas généraliser ici parce que c'est vraiment du cas par cas. Un refus de travail, c'est du cas par cas en fonction de l'évaluation que l'inspecteur va en faire. Mais la première chose que l'inspecteur va faire, si par exemple un travailleur nous appelle pour dire, ben moi, je fais un refus de travail, on va procéder conformément à ce qui est indiqué dans la loi, puis on va s'assurer que le travailleur a pris contact avec son employeur, qu'il a discuté de la situation avec son employeur, qu'il a discuté de la situation avec son association accréditée, avec ses représentants, puis que dans le milieu de travail, ils ont essayé de trouver des solutions. Généralement, je vous dirais que dans 99 % des cas, le milieu de travail va trouver des solutions. Tout le monde est au fait de la problématique actuellement. Personne ne veut mettre personne en danger. Et dans la plupart des cas, ça va se régler. Fait qu'il ne faut pas penser que vous avez un inspecteur qui va arriver sur un refus de travail puis vous allez être surpris. Ça ne se fera pas comme ça. On va s'assurer que les étapes sont faites. Si maintenant, une fois que l'employeur, les représentants des travailleurs, le travailleur ne s'entendent pas, puis qu'on veut maintenir le refus de travail, bien à ce moment-là, l'inspecteur va se déplacer. Il va évaluer, il va prendre finalement le point de vue de chacun. Il va évaluer le danger. Puis, en fonction du danger qu'il voit, bien, il va prendre une décision. C'est soit il va accepter qu'il y a un refus que la situation est dangereuse, demander des mesures, soit il va établir que la situation elle est sous contrôle, donc il n'y a pas de problème, donc le refus de travail n'est pas justifié, ou soit il va établir que le danger n'est pas suffisamment grand pour ne pas travailler, mais qu'il pourrait quand même y avoir des éléments à améliorer de la part de l'employeur, puis il pourrait demander des mesures. Maintenant, c'est sûr que si on y va dans un concept très général, là, actuellement, on est quand même dans une situation où les gens ont peur. Mais la peur à elle seule ne peut pas justifier de faire un refus de travail. Donc, je vous donne un exemple, comme on a par exemple des gens qui, tout le monde, hein, on a peur pour nos proches, puis souvent on a des proches qui sont plus âgés, on sait que ces gens-là sont plus à risque. Puis, par exemple, il y a des gens qui vont nous dire, moi, je veux faire un refus de travail parce que je vis avec quelqu'un qui a des gros problèmes de santé, qui est âgé, puis je ne veux pas risquer de le contaminer. Absolument. Mais ça, dans un contexte comme ça ne s'applique pas. Ça ne pourrait pas s'appliquer. Puis si, dans la majorité des cas, si, comme employeur, vous avez mis en place l'ensemble des mesures de prévention desquelles on discute aujourd'hui, des grandes mesures de prévention, ça serait quand même surprenant de voir un refus de travail pouvoir être accepté. Ça prendrait des conditions plus exceptionnelles pour que ce soit. Parfait, je comprends bien. Ici, un employeur ou quelqu'un qui nous écoute, là, qui désire s'adresser à la CNESST pour recevoir de l'aide supplémentaire quant aux meilleures pratiques sanitaires à implanter, là, à qui ils peuvent s'adresser? Dans les guides, dans chacun des guides, dans le bas des pages, à la fin du guide, vous avez 2 numéros de téléphone. Donc, il y a un premier numéro de téléphone qui est celui de la santé publique et il y a un deuxième numéro de téléphone, puis vous le voyez, c'est celui de la CNESST. Donc, à partir du moment où vous avez des questions, vous pouvez toujours téléphoner. Vous êtes dans toutes les régions. Il y en a pas qu'ici, c'est la Chambre de commerce de Montréal, donc j'imagine que c'est Montréal. La région métropolitaine. Oui. C'est la région métropolitaine. Il y a des bureaux de la CNESST. Il y a des inspecteurs de garde qui sont toujours là, qui sont là pour répondre aux questions. Il ne faut pas avoir peur d'appeler les inspecteurs de garde. Vous n'êtes même pas obligé de nommer le nom de votre entreprise quand vous appelez un inspecteur de garde. Vous pouvez rester tout à fait anonyme, poser la question, puis vous allez avoir la réponse sans aucun problème. Donc, ces numéros-là sont là pour vous aider. Si ça touche plus la santé publique, là, à ce moment-là, va falloir utiliser le premier numéro de téléphone, celui-là qui correspond à la santé publique.
Et vous travaillez toujours en très étroite collaboration aussi avec les autorités de santé publique. Une fois que quand la situation évolue d'un côté, ça doit se répercuter aussi sur vos trousses à outils. Oui, absolument. Les mesures préventives avant le retour au travail qui sont suggérées par la CNESST, que ce soit au niveau d'un questionnaire sur l'état de santé ou comment réagir ou agir face à un contact avec une personne porteuse du virus, est-ce qu'elles sont applicables seulement au retour au travail ou ça s'étend aussi aux jours suivants? Bien, en fait, c'est une question qui nous est fréquemment posée et c'est une question, en fait, la réponse a évolué dans le temps. Okay. Donc, au départ, de la façon qu'on était orienté au départ, c'est qu'on demandait, parce que tantôt, on a dit qu'une des choses les plus importantes, c'est de s'assurer qu'il n'allait pas avoir de personnes symptomatiques dans les milieux de travail. C'est le plus important. Maintenant, on veut que les employeurs prennent des mesures pour s'assurer qu'ils n'ont pas de travailleurs symptomatiques qui vont venir dans les milieux de travail. Et au départ, on avait dit, bien, comme la situation évolue vite, ça serait préférable que chaque jour, les employeurs s'assurent auprès de leurs travailleurs que des mesures allaient être prises. Ce qui, pour certains employeurs, ça va bien. Si tu as 3 ou 4 travailleurs, bien, ça peut facilement, de façon informelle, se faire. Mais quand on a des entreprises avec plus de travailleurs, c'est des mesures qui sont un petit peu plus difficiles à faire. Puis aussi, le fait de le demander à chaque jour, à un moment donné, ça n'a comme plus d'effet parce que, comme quand on va au supermarché, on se le fait demander à chaque fois, mais on le sait. Fait qu'à un moment donné, c'est comme si tu n'écoutes plus non plus ce que la personne est en train de te dire. Donc, là, on revient vraiment exactement aux mêmes lignes directrices qu'on a d'habitude. C'est la responsabilité de l'employeur de le faire. Donc, tu te dois, comme employeur, de t'assurer qu'il n'y ait pas de personnes symptomatiques dans ton milieu de travail. Maintenant, de la façon que tu vas le faire, ça t'appartient. Fait que si tu veux le faire à tous les jours parce que toi, tu penses que c'est la meilleure façon de faire les choses, pas de problème. Si tu décides, par exemple, toi, au début, tu fais un meeting avec tout ton monde, tu fais le tour de toutes tes mesures que tu as mises en place, tu fais signer tes employés comme quoi ils sont bien au fait des mesures, notamment de l'importance, si tu as des symptômes, d'aviser ton employeur, puis par exemple que tes employés signent ça, ben oui, probablement que ça pourrait être acceptable. Quelqu'un le ferait une fois par semaine encore. Donc, c'est vraiment, on laisse le choix à l'employeur du moyen, comme on fait toujours. Par contre, il faut absolument que ça se fasse. Donc, si, par exemple, on questionnait un travailleur dans le milieu de travail, bien, il faut que le travailleur soit en mesure de nous dire « Oui, j'ai une règle claire là-dessus, ça m'a été expliqué, puis je la connais. » Et non pas un travailleur qui nous dirait « Je ne sais pas, moi, je me suis présenté au travail, il n'y a jamais personne qui m'a posé de questions, puis ça ne fait pas partie de… » Donc, tu sais, il faut que les travailleurs le sachent, mais comment ils vont le savoir? Ça, l'employeur est libre d'utiliser le moyen. Exact. Il y a quand même des efforts de responsabilisation aussi des employés. Oui, ça existe des deux côtés. Fait que oui, il y a beaucoup de responsabilités à l'employeur, mais une fois que tu le dis à ton employé, on ne peut pas les prendre pour des enfants non plus. Là. Quand tu connais les mesures, on ne peut pas les infantiliser non plus. Là. Dans l'article 49, ils ont aussi des responsabilités, des obligations, et il faut aussi miser là-dessus. Oui, qui sont quand même inclus aussi dans je crois que c'est dans votre guide que vous avez les obligations légales autant du point de vue emploi. J'ai bien écouté tout à l'heure. Maintenant, je vais passer la parole à Alexandre. Tout à l'heure, Pierre, tu as mentionné les mesures, en fait, les équipements de protection. Maintenant, c'est au tour d'Alexandre de nous donner des indications. Donc, s'il n'y a pas vraiment d'autres risques, parce qu'il y a évidemment des équipements de protection qui sont obligatoires pour les fonctions même de l'employé dans le cadre de son travail, mais s'il n'y a pas d'autres risques liés à la santé et la sécurité au travail, à part la COVID, quels équipements de protection doivent être portés par les employés? Ça, c'est une question qui vient souvent, puis c'est quasiment rendu un réflexe là, depuis les 3 derniers mois. On parle de COVID, on pense tout de suite masque, lunettes, visière, puis on en voit un peu partout, puis c'est normal que le réflexe s'installe. Mais avant de penser équipement de protection, le réflexe que les milieux de travail doivent avoir, c'est l'adaptation du milieu de travail. Donc, idéalement, on devrait être capable de refaire, d'apporter des adaptations là, au milieu de travail, revoir nos façons de faire, revoir les méthodes, pour faire en sorte soit que nos travailleurs soient tous à 2 mètres les uns des autres, 2 mètres avec les clients ou les fournisseurs, ou encore avoir des contrôles qu'on appelle des contrôles techniques. Ça, c'est entre autres les plexiglas qu'on va apparaître un petit peu partout. Pour faire en sorte que nos travailleurs soient en sécurité et qu'en même temps, ils n'aient pas à porter des équipements de protection pendant des longues périodes de temps, parce que c'est pénible à porter. Donc ça, c'est dans un monde idéal, puis tout le monde est gagnant si on réussit à faire ça. Pour l'employeur, on n'a pas les coûts récurrents qui représentent les équipements de protection, on n'a pas à gérer les stocks qui sont difficiles à gérer présentement. L'approvisionnement, c'est pas facile. Et pour les travailleurs, on n'a pas l'inconfort de devoir porter ça pendant des longues périodes. Pour le travailleur, de devoir porter les équipements pendant des longues périodes. Donc ça, c'est idéalement, mais c'est sûr qu'il y a des situations où on essaie, on fait notre possible, et puis ça ne marche pas. Finalement, il faut porter des équipements de protection. Donc dans ce cas-là, c'est qu'est-ce qu'on doit porter?
Mais dans la majorité des cas, l'équipement de protection ou les équipements de protection qui devront être portés, c'est un masque de procédure. On appelle aussi un masque chirurgical. C'est souvent de couleur bleue avec des élastiques qui passent derrière les oreilles, accompagné d'une protection oculaire. Puis la protection oculaire peut être soit des lunettes de protection ou une visière. Mais il y a des situations alternatives où d'autres types d'équipements seront possibles. Donc, l'une de ces situations-là, et ça c'est nouveau d'hier, c'est si tous les travailleurs portent un masque de procédure et ils n'ont pas de contact avec d'autres individus. Donc, pas de contact avec des clients, pas de contact avec des travailleurs d'une autre équipe qui ne porteraient pas de masque de procédure, pas de contact avec un livreur qui vient porter du matériel. Donc, dans ce cas-là, le masque de procédure seul est acceptable et la protection oculaire devient optionnelle. Ça, comme je vous l'ai dit, c'est tout nouveau. Ça date d'hier. La santé publique a publié ces nouveaux protocoles-là. Les guides de la CNESST n'ont pas encore été mis à jour pour refléter cette orientation-là, mais c'est une possibilité. L'autre alternative, ça c'est dans plusieurs guides, c'est que dans certains cas, une visière seule qui couvre le visage du front jusqu'au menton est possible. Donc, sans masque de procédure, mais c'est une solution de dernier recours lorsque le masque représente un risque pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Il y a différents risques là, qui pourraient justifier ça, justifier le fait de ne pas mettre de masque. Ça peut être, par exemple, que le masque crée de la buée dans la protection oculaire et que cette buée-là pose un risque à la sécurité. On pourrait penser à quelqu'un qui travaille sur un chantier de construction avec des outils. Le fait de perdre la vision pendant une courte période peut poser des dangers à sa sécurité. Donc, dans ce cas-là, on pourrait ne pas porter de masque, mais il faut avoir essayé d'autres choses. Porter juste une visière, c'est le dernier recours. Donc, il faut avoir essayé, par exemple, si on parle de buée, il y a des enduits qu'on peut mettre dans les protections oculaires qui minimisent la formation de buée. Donc, il faut avoir essayé ça avant d'en arriver à la visière seule, parce qu'il faut le dire, c'est moins efficace qu'un masque de procédure pour se protéger du virus de la COVID-19. OK. Un autre exemple où le masque peut être problématique, c'est dans les environnements chauds. Donc, quelqu'un qui travaillerait à l'extérieur, dans une canicule, dans des cuisines de restaurants, dans les mines, chantiers de construction, les travails vraiment physiques, le masque va être constamment mouillé à cause de la sueur, puis ça va poser problème pour la consommation régulière d'eau qu'on recommande pour les travailleurs qui sont exposés à la chaleur. Donc, dans ce cas-là, il peut être acceptable de ne pas porter de masque et d'avoir seulement une visière. Et c'est d'ailleurs prévu dans nos guides construction, secteur minier et restauration pour les cuisines, pas pour le service, mais pour les cuisines, qu'une visière seule est une alternative acceptable. Ce n'est pas réservé à ces secteurs-là. Donc, vous pourriez être dans un secteur d'activité où les conditions sont similaires à celles retrouvées dans l'industrie de la construction, secteur minier, restauration, donc chaleur, risque à la sécurité. Et ça peut être acceptable dans ces cas-là de mettre la visière seule. Il faut garder en tête que c'est une solution de dernier recours si le masque pose un problème. Donc, on ne veut pas que le remède soit pire que le mal. Le masque est là pour nous protéger, mais si ça devient un objet source de danger, bien là, ce n'est pas logique de le porter. Mais en tout temps, il faut garder en tête que les équipements de protection, c'est à la toute fin qu'on met en place les équipements de protection individuelle. La loi prévoit qu'au début, les milieux de travail, l'employeur doit essayer de contrôler le risque à la source, soit en l'éliminant ou en le contrôlant par des contrôles techniques. Donc, on revient au plexiglas, mais c'est un exemple. Il y a plusieurs autres choses qui peuvent être mises en place. Donc, le fait de fournir des équipements de protection individuels à nos travailleurs, ça ne doit pas diminuer nos efforts pour réduire le risque à la source ou l'éliminer complètement. Évidemment. C'est pas garant de la sécurité de tous. Il y a quand même des mesures qu'on doit prendre initialement, des mesures de bon sens comme la distanciation, tout ça dans la mesure où on peut le faire sur un lieu de travail. On commence toujours par ça, effectivement. Évidemment. Une autre question aussi, puis je pense qu'on l'a vu passer aussi dans les débats au niveau du port du masque dans les lieux publics. Quel type de masque doit être fourni aux travailleurs comme équipement de protection? Puis est-ce qu'un couvre-chef un peu homemade est équivalent à un masque de procédure? Oui, ça, il y a beaucoup de confusion là-dedans, parce que pour plusieurs personnes, c'est la première fois qu'ils entendent parler qu'il y a plusieurs types de masques, des équipements de protection. On n'est pas habitué à ça. Il y a certains milieux, comme le milieu médical, qui, depuis toujours, sont habitués, mais pour la majorité des travailleurs, c'est nouveau. Et le terme masque, ça manque un peu de précision, parce que pour la majorité de la population, il y a plein de types d'équipements différents qui ont des fonctions différentes qui peuvent être appelés un masque. Donc, non, d'abord, le couvre-visage n'est pas un masque de procédure, ce n'est pas la même chose, puis les deux ont des caractéristiques différentes. Il y a trois grandes familles d'équipements qu'on pourrait appeler des masques et qu'on utilise pour se protéger du virus de la COVID-19, mais ils ne sont pas tous appropriés à chaque situation. Donc, la première grande famille, c'est les appareils de protection respiratoire, qu'on appelle APR. C'est là-dedans qu'on va retrouver le fameux N95 jetable dont on entend beaucoup parler, qui est utilisé surtout en milieu hospitalier. Donc,
les APR ne sont pas nécessaires pour la majorité des milieux de travail. Donc, tous ceux qui pratiquent l'exclusion des personnes symptomatiques, donc, presque tous les milieux de travail, à l'exception des milieux de soins, les appareils de protection respiratoire ne sont pas nécessaires. Mm-hmm. De toute façon, pour que ces équipements-là soient performants, on ne peut pas juste les porter comme ça. Il faut que ce soit encadré par un programme de protection respiratoire qui inclut des essais d'ajustement, de la formation et des rappels fréquents aux travailleurs. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut implémenter facilement. Mm-hmm. Par contre, si les travailleurs utilisent déjà ce type d'équipement-là pour se protéger d'un autre risque, par exemple, si les travailleurs sont exposés à l'amiante ou à la silice, et portent des APR qui filtrent les particules. Donc, pour ceux qui sont habitués, c'est de type N100, de P100, N100 ou N95. Ça va les protéger aussi, les travailleurs, du virus de la COVID-19. Mais on ne les recommande pas spécifiquement pour le virus. L'autre type d'équipement, ce sont les masques de procédure, qu'on appelle aussi des masques chirurgicaux. Donc, ça, c'est des masques qui sont approuvés pour un usage médical. Et la FDA aux États-Unis, ou Santé Canada ici, ont défini des critères de performance auxquels ces équipements-là doivent se conformer. Donc, il y a par exemple des critères de biocompatibilité, l'efficacité de filtration, résistance à l'air, résistance aux fluides, résistance à l'inflammation. Donc, la fabrication de ces équipements-là est encadrée. Ça fait en sorte qu'on peut s'attendre à un certain niveau de performance d'un modèle à l'autre ou d'un lot d'équipements à l'autre. C'est ce genre d'équipements-là, les masques de procédure, qui sont recommandés par les NSPQ et par le CNESST en milieu de travail, dans la plupart des milieux de travail. Donc, encore là, milieu de soins, c'est l'exception. Mais pour la plupart des milieux de travail, quand on parle de masques pour se protéger, on parle de masques de procédure. Ces masques-là ne sont pas étanches, donc on n'a pas besoin d'essais d'ajustement. La mise en place en milieu de travail est beaucoup plus simple. Et ces masques-là doivent être changés s'ils sont mouillés, souillés, si la respiration est difficile et après avoir été portés pendant 4 heures de temps. C'est ce qui fait, là, on revient à ce qu'on a dit, que dans certains milieux, ce n'est pas optimal. Donc, un milieu qui serait très chaud, poussiéreux, bien, le masque va être mouillé, souillé au bout de 10 minutes. Donc là, ce n'est pas pratique d'avoir ce genre d'équipement. Et finalement, les couvre-visages, ça, c'est ce qu'on entend beaucoup parler, surtout aujourd'hui, c'est le sujet à la mode dans l'actualité, qu'on recommande à la population générale de porter. Couvre-visage, ça inclut tous les équipements qui ne sont pas à usage médical, les couvre-visages en tissu qui sont lavables, que ce soit de fabrication artisanale ou commerciale, c'est tout dans la catégorie couvre-visage. Pour l'instant, il n'y a aucune norme qui encadre le contrôle de qualité de ces masques-là. Le niveau de performance varie énormément. Donc, il y a des études, dont plusieurs faites au Québec, qui ont montré que l'efficacité de ces masques-là varie de négligeable jusqu'à acceptable selon le modèle, le type de tissu, le nombre d'épaisseurs. Il y a plusieurs facteurs, mais ce n'est pas encore super bien défini. On sait aussi qu'au fil des cycles de lavage, l'efficacité de filtration diminue. Donc, pour ces raisons, leur utilisation n'est pas recommandée pour l'instant en milieu de travail. On le recommande pour les citoyens dans l'espace public lorsque la distanciation de 2 mètres est difficile ou impossible à respecter, comme dans le transport en commun, dans certains commerces. Ça va peut-être changer. Donc, tout ce qui touche équipement de protection, là, ça évolue très vite. Comme je vous l'ai dit, il y a une nouvelle procédure là, qui a été publiée hier par la santé publique pour qu'on puisse porter un masque de procédure sans protection oculaire dans certains cas. Peut-être que les couvre-visages, ça va changer. On sait qu'il y a des choses qui se discutent, essayer de déterminer une norme de qualité pour certains masques. Mais pour l'instant, on ne recommande pas de les utiliser en milieu de travail. Ce qu'on recommande, c'est des masques de procédure. On appelle aussi des masques chirurgicaux. D'où la nécessité en tant qu'employeur, mais aussi en tant que citoyen, de se tenir au courant aussi de l'évolution de ces normes-là. Puis votre site est toujours mis à jour sur une base régulière. Donc, à ce moment-là, pour se tenir au courant, on sait que les informations sont les plus à jour possibles. Donc, merci. Merci, Alexandre. On en parlait, on en discutait là, dans une de nos préparations à ce webinaire-ci de cette espèce de mythe qu'on entend à propos là, de l'obligation d'être à moins, de la possibilité d'être à moins de 2 mètres pour un minimum ou un maximum de 15, pour une durée inférieure à 15 minutes. Alexandre, j'aimerais t'entendre là-dessus, là, justement, sur est-ce que c'est vrai qu'on peut être à moins de 2 mètres de quelqu'un, par exemple, dans les ascenseurs, pour une durée inférieure à 15 minutes sans qu'on ait des risques de contamination? Oui, ça, c'est une source de questionnement continuel. Tout part parce qu'il y a certains guides, certains de la CNESST, d'autres de la santé publique, qui indiquent qu'on doit porter des équipements de protection quand on est à moins de 2 mètres de quelqu'un pour plus de 15 minutes. Donc ça c'est assez clair, on le comprend bien. Mais la question qui suit, c'est mais si ça ne dure pas 15 minutes, puis je suis avec quelqu'un pendant 10, est-ce que ça veut dire que je ne cours aucun danger? Mais pour comprendre un peu d'où ça vient, je vais expliquer un petit peu l'origine de cette 15 minutes-là. Donc, c'est une notion qui a été
adoptées pour les enquêtes épidémiologiques. Donc, quand il y a un cas positif de COVID-19 qui est identifié, la santé publique va faire enquête pour trouver quels sont les contacts significatifs que la personne a eus dans les jours suivant son diagnostic pour identifier ces personnes-là, leur demander de se mettre en confinement, possiblement d'aller se faire tester. Et le critère qui a été retenu pour déterminer qu'un contact est significatif, c'est un contact à moins de 2 mètres, sans séparation physique, sans équipement de protection et d'une durée supérieure à 15 minutes. On considère ça comme la définition d'un contact à risque élevé. C'est pour ça que si on est dans cette situation-là, il faut porter des équipements de protection. Par contre, si le contact est moins de 15 minutes, ça ne veut pas dire que le risque est nul. Donc, le virus, il n'y a pas de chronomètre, il ne va pas attendre 15 minutes pour infecter quelqu'un. Le risque est plus faible. Mais on ne peut pas l'ignorer, surtout en prévention. Et en milieu de travail, il y en a plein de situations où on va être en contact avec quelqu'un pendant moins de 15 minutes. On peut penser aux salles de bain, on a mentionné l'ascenseur, dans les files d'attente, à la cuisinette, croiser quelqu'un dans le corridor, réunion informelle de corridor. Il y a plein de situations. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut se dire qu'à chaque fois, on fait attention, puis si on ne dépasse pas 15 minutes, il n'y a pas de danger? Mais on voit tout de suite que ça n'a pas vraiment de sens de penser comme ça. Mm-hmm. Et il faut apporter des adaptations à notre milieu de travail pour réduire la fréquence et la possibilité que ces situations-là se produisent. Donc, par exemple, pour les salles de bain, ce qu'on peut faire, c'est limiter le nombre de personnes qui ont accès aux salles de bain simultanément, condamner un lavabo sur 2, un urinoir sur 2, puis ça va aider les usagers à respecter cette distance de 2 mètres. Il faut faire attention, comme toute mesure qu'on met en place, de ne pas créer de nouveaux problèmes. On ne veut pas créer de file d'attente et de rassemblement à l'extérieur, donc il faut prévoir une gestion de file d'attente si c'est le cas. Donc, pour toutes les situations où le temps de contact est court, donc on l'a mentionné, la salle de bain, corridor, etc., on va miser vraiment sur les adaptations pour réduire la fréquence de ces contacts-là. Et on ne recommande pas nécessairement des équipements de protection, parce que les équipements de protection, il y a un risque quand on les porte et surtout quand on les retire parce qu'on met notre main près du visage. Donc là, on ne veut pas que chaque fois demander à un travailleur de mettre son masque quand il se lève pour aller à l'imprimante ou aller chercher son lunch, ça ne fait pas vraiment sens. On va plutôt miser sur les adaptations. Dans certains cas, ça peut être des corridors à sens unique. Encore là, chaque milieu de travail va avoir ses accommodements spécifiques propres à son milieu. Mais pour rester simple, la règle, ça reste, si on est à plus de 2 mètres de quelqu'un, on n'a pas à s'en faire. On n'a pas besoin d'équipement de protection. Si on est à moins de 2 mètres, il faut mettre en place des mesures de prévention. Donc, que ce soit réorganisation du mode de travail, des plexiglas, des équipements de protection, si c'est adapté. Mais on ne peut pas ignorer la situation. Donc, le 15 minutes, ça ne doit pas faire l'objet d'une planification. On ne peut pas se dire, je vais faire une petite réunion de 10 minutes, il n'y a pas de problème. On ne peut pas penser comme ça. Le 15 minutes est là pour permettre les interactions qui vont se produire. Parce que même avec la meilleure planification du monde, les milieux de travail étant ce qu'ils sont, on va finir par croiser quelqu'un dans un cadre de porte, de parler à quelqu'un puis de réaliser après que, oups, on n'est pas à 2 mètres, on recule de 2 ou 3 pas. Donc, le 15 minutes, c'est cumulatif sur toute la journée. C'est au total, c'est pas 15 minutes plusieurs fois par jour avec plein de personnes. C'est au total, dans la journée, il ne faut pas que nos petites interactions non planifiées dépassent 15 minutes. Il ne faut pas le calculer. Si on est rendu à calculer sur une feuille nos interactions, on ne le fait pas comme il faut. Donc, il faut éviter ça le plus possible, toutes ces interactions-là à moins de 2 mètres. Puis on sait que la largeur de nos corridors n'est jamais de 2 mètres, donc... ça va arriver qu'on croise quelqu'un. C'est ça. C'est peut-être aussi de créer des horaires à la cuisinette, des plages horaires. C'est toutes des solutions possibles, effectivement. Des heures d'arrivée plus étendues pour éviter que tout le monde soit en même temps. Je pense que les employeurs aussi qui ont fait face à la crise ont dû faire preuve de beaucoup d'agilité. Donc, certainement qu'ils vont être capables de faire preuve d'autant d'agilité, justement, dans le respect de ces normes-là. On les invite à innover, mais dans le respect un peu, dans le respect des normes que vous désirez qu'on implante à la CNESST. Une question qui est destinée à Pierre cette fois-ci. On a parlé des ascenseurs, mais on a parlé du mythe du moins de 15 minutes dans les ascenseurs. Pierre, quelles seraient les recommandations pour les mesures de prévention dans les ascenseurs? Ouais, si tu me permets, Sarah, juste avant d'aller là, parce que je l'ai vu passer, puis je veux juste être sûr que je vais faire le point avant qu'on finisse, parce que je vois le point qui file. Sur 2 petites choses, peut-être qu'on ne l'avait pas précisé, mais les guides les gens demandent où on prend nos sources pour ces guides-là. Bien, comme Alexandre l'a dit tantôt, je pense que je l'ai dit aussi au début, mais on travaille en étroite collaboration avec la santé publique et l'INSPQ. Donc, l'information qu'on a dans nos guides est, je vous dirais, à 99 identique à ce qui va apparaître aussi dans des fiches de l'INSPQ, parce que l'INSPQ aussi a fait des fiches. Sur certains éléments, il peut y avoir des petites différences. Ces différences-là, on est en mesure de les expliquer si c'est le cas.
Fait qu'à ce moment-là, si ça vous arrive, ben, en communiquant avec un inspecteur, il va être en mesure de vous l'expliquer. Dans certains cas, comme je vous disais tantôt, vous allez amener des éléments sur des fiches. On peut s'apercevoir que c'est une erreur, puis on va faire un retour sur les fiches. Ça aussi, ça se produit. Mais on travaille, comme tu l'as dit aussi tantôt, Sarah, main dans la main avec la santé publique puis l'INSPQ. Donc, on est proche. Là, on travaille ensemble à tous les jours. L'autre chose, tantôt, je parlais des services d'inspection, que nos inspecteurs n'avaient pas le mandat d'aller systématiquement dans les milieux de travail, parce que j'ai vu une question sortir. Moi, je vous parle de la CNESST. Donc, je sais que la mairesse a annoncé qu'il y a d'autres services d'inspection qui, eux, passent de façon systématique pour aller s'assurer que les mesures de prévention sont en place. C'est possible. Moi, je ne connais pas l'ensemble de ces services d'inspection-là. Ce que je suis en train de vous dire, Alexandre et moi, on est là pour représenter la commission, la CNESST, et nous, à notre niveau, il n'y a pas de mot d'ordre de nos inspecteurs de systématiquement prendre un secteur d'activité puis passer l'ensemble des industries pour aller voir si les mesures de prévention sont là. Donc, ça, ce n'est pas notre mandat. Si ensuite de ça, il y a un service d'inspection comme ça, local, qui fait une plainte parce que, je ne sais pas, ils n'ont peut-être pas le mandat ou je ne sais pas comment ça marche pour ces services-là à un inspecteur, bien là, ça nous revient à ce que je vous disais tantôt. Si la CNESST est saisie d'une plainte, il pourrait intervenir pour aller voir. Donc, il faut faire la différence entre nous, CNESST, puis ce que, par exemple, la mairesse a mis en place pour s'assurer que sur son territoire, les mesures allaient être respectées. Fait que je voulais juste faire la mise au point, là. C'était important pour moi. Maintenant, au niveau des fameux ascenseurs, on a entendu beaucoup parler des ascenseurs. Au départ, ce qu'on entendait parler dans les ascenseurs, puis nous aussi, c'était comme ça à l'interne, c'est on essaie de respecter la règle de distanciation de 2 mètres dans un ascenseur. Il n'y a probablement pas beaucoup d'ascenseurs où tu peux le faire. Puis les ascenseurs où on peut le faire, on va être 2 personnes à peu près à pouvoir prendre l'ascenseur. C'est impossible à contrôler. On va arriver à 8 heures le matin, on va monter à notre bureau, il va être midi, tellement ça va prendre de temps. Donc, c'est impensable de voir ça comme ça. Puis, il faut voir l'ascenseur comme un peu un transport en commun. Généralement, dans la plupart des ascenseurs, pour la plupart des ascenseurs, c'est un édifice qui regroupe plusieurs employeurs. Donc, comme employeur, tu n'as pas le contrôle sur ce qui est en train de se passer. Officiellement, le travailleur n'est pas rendu encore sous ta juridiction, il est en train de s'en venir chez vous. Donc, il faut vraiment voir les ascenseurs comme un peu un transport en commun. Nous, on n'a pas fait une fiche spécifique aux ascenseurs, mais l'INSPQ a fait une fiche spécifique aux ascenseurs. Puis, ce qu'il faut comprendre dans les ascenseurs, bien, premièrement, il faut essayer de faire en sorte, bon, il y a les règles de télétravail, c'est évident, d'essayer d'étendre un petit peu les horaires de travail pour pas que tout le monde se retrouve en même temps, au même moment. Donc, on essaye pour diminuer la fréquence des contacts, d'essayer de jouer avec certaines règles. Par exemple, essayer de restreindre l'accès aux visiteurs, faire en sorte que les visiteurs se présentent peut-être moins qu'ils faisaient avant pour ne pas remplir les ascenseurs. Offrir des alternatives aux ascenseurs, essayer de voir avec les gestionnaires d'immeubles si les escaliers peuvent être accessibles. Je sais que dans certains immeubles, elles le sont. Dans certains immeubles, elles ne le sont pas. Est-ce qu'il y a moyen de revoir ça pendant la crise? Il faudrait voir. Ensuite de ça, dans l'ascenseur, la règle qui a été mise en place par l'INSPQ, puis qui est une règle intéressante, le principe, c'est qu'il faut essayer de ne pas se toucher. Et souvent, dans les ascenseurs, on est coincé comme des oignons, mais là, le principe de base, c'est tu ne dois pas te toucher. Donc, à partir de ce moment-là, quand tu regardes, l'ascenseur s'ouvre, si tu es capable de rentrer sans relativement toucher au monde, tu es correct. Si tout le monde ne se touche pas, mais c'est serré, idéalement, la règle, c'est tu ne rentres pas dans l'ascenseur. Fait que c'est ça un petit peu que la santé publique a établi. Puis, comme employeur, on devrait encourager nos employés dans l'ascenseur, peut-être à porter un couvre-visage. Comme le gouvernement le recommande dans les transports en commun, dans l'ascenseur, comme il y a beaucoup de monde qui va se retrouver là, comme il y a une très grande proximité, on pourrait recommander à notre personnel de porter des couvre-visages. Mais sinon, l'ascenseur, et c'est un petit peu ce qu'Alexandre disait tantôt, c'est quand même un court moment dans une journée, il faut le voir comme un 15 minutes. Puis, il y a aussi, là, quand on parle d'immeubles comme ça, il y a aussi des responsabilités. Il y a un article de loi qui est l'article 56, qui est un article qui s'applique dans le fond, au propriétaire de l'établissement. Puis le propriétaire de l'établissement doit mettre en place aussi des mesures. Donc, des affiches pour essayer de contrôler, du liquide pour pouvoir se laver les mains, par exemple, désinfecter les ascenseurs. Ce n'est pas toi comme employeur, un parmi tant d'autres dans l'établissement qui va nettoyer l'ascenseur. Fait qu'il il y a quand même des règles à suivre pour les propriétaires. Mais il faut vraiment le voir là, comme du transport collectif. Commun. Puis la même chose que dans le transport en commun, on essaye de faire en sorte qu'on n'est pas trop serrés les uns sur les autres. Pour l'ascenseur, c'est à peu près comme ça qu'il faut le voir.
Merci beaucoup, Pierre. C'est vraiment tout le temps qu'on a. Ça conclut notre période des questions. Je vous remercie à tous d'avoir été à l'écoute. J'espère vraiment que la présentation va vous avoir permis de faire un peu la lumière sur toutes les informations là, qui circulent sur les normes sanitaires à implanter, autant pour la sécurité de vos clients que vos employés. Merci encore, Pierre-Alexandre. C'était fort éclairant. Nos présentateurs hors pair, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je te remercie aussi Hydro-Québec qui a été le présentateur de ce webinaire. Je vous rappelle que toutes les informations qui ont été soulevées ici sont disponibles sur le site de la CNESST. Allez-y, allez voir les trousses à vos secteurs spécifiques et comme le disaient nos conférenciers, ben, il y a des trousses qui s'accumulent, hein, c'est très évolutif, ça se peut que votre secteur d'activité s'y retrouve éventuellement, donc restez à l'affût sur le site. On a prévu un très court sondage avant que vous vous déconnectiez, donc je vous invite à prendre 1 minute pour y répondre, ça va nous être très utile, mais aussi très utile, en fait, ça va nous être très utile pour améliorer la qualité de nos événements. Et si vous vous êtes connecté en retard ou que vous avez manqué une partie de la présentation, sachez que ça va être disponible. Le lien pour la présentation, l'enregistrement va être disponible sur notre site sous peu et on vous fera parvenir le lien. Je vous remercie à tous. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci Pierre. Merci Alexandre. Merci d'avoir invité. Ça nous fait vraiment plaisir. Bonne fin de journée à tous.